Voici l'année nouvelle. La France en a vécu beaucoup. Cependant, elle voit venir celle-ci sans manquer à l'espérance, car elle sait où elle en est, ce qu'elle vaut et ce qu'elle veut en Algérie. La France entend que d'une manière ou d'une autre se terminent les conditions actuelles de l'engagement politique, économique, financier, administratif et militaire qui la tient liée à ce pays et qui, s'il restait ce qu'il est, ne saurait être pour elle qu'une entreprise à hommes et à fonds perdus, alors que tant d'autres tâches appellent ses efforts ailleurs. Cependant, dès lors qu'auraient cessé les combats et les attentats, elle serait disposée à apporter sa coopération à un État algérien souverain et indépendant, procédant du libre suffrage des habitants, pourvu que ses intérêts essentiels soient garantis en échange de ce qu'elle fournirait. Actuellement encore, c'est là la solution qui lui paraît la meilleure, parce que l'association des communautés algériennes y trouverait sans doute sa chance, et parce qu'il pourrait en sortir des rapports d'avenir féconds entre elles-mêmes d'une part, l'Algérie et l'Afrique du Nord d'autre part. Le président des États-Unis du Mexique, M. Adolfo López Mateos, a ouvert à Mexico le Congrès international de la presse filmée. Manifestation professionnelle, mais qui a ouvert aux congressistes une fenêtre sur cette capitale qui, dès 1950, dépassait les 2 millions d'habitants, où les femmes aux larges pantalons traditionnels côtoient la statue de Pasteur, où la pauvreté voisine avec les banques ultramodernes, où on poussait, à côté des églises du vieux style espagnol, des buildings futuristes comme la faculté des sciences. Le pittoresque, c'est le marché de Toluca, cité de plus de 100 000 habitants qu'il a offert, avec son Indien qui tricote pour tuer le temps et ses poteries, héritage des lointains aztèques. Ce sont encore les combats de coqs que les sociétés protectrices des animaux ont bannis d'Europe et dont le goût demeure toujours aussi vivace dans tout le Mexique. Sans oublier la plage à la mode, Acapulco. Combien durera encore la grève de Decazeville? Depuis plus de 10 jours, 1500 mineurs font la grève dans leurs puits. Chaque jour, leur famille leur envoie les provisions qui leur permettront un jour de plus de vivre sur les lieux de leur travail. Et les jours passent. Une fois par jour, les mineurs du fond, volontairement immobilisés à 300 mètres sous terre, remontent à la lumière, le temps de fumer quelques cigarettes, puisqu'on ne fume pas en bas, d'embrasser les enfants, de prendre une douche. Et puis, ils redescendent reprendre une faction sans terme. Sans terme, parce que le problème touche à la fois la raison et le sentiment. C'est le drame de la reconversion. Les mines de Decazeville ne sont plus rentables, mais les mineurs habitués à leurs mines de père en fils se refusent à être recasés. Ils veulent que continue cette exploitation déficitaire. Et tout Decazeville, dans ces heures de crise, vit la vie de ceux qui restent en bas. Rues vides, commerçants militants, et dans chaque foyer, à la table de midi, des chaises vides. La municipalité elle-même a voulu prendre parti. Derrière son maire, elle a donné sa démission et il semble que 11 autres communes avoisinantes l'aient suivi dans son geste. Au milieu de cette population sensibilisée, les gestes naissent, des manifestations s'ébauchent. Les femmes de mineurs, 1 millier peut-être, se sont rendues à Rodez pour réclamer au préfet la reprise de l'exploitation. Mais le problème dépasse de beaucoup le goût sentimental d'un métier traditionnel. Il faut que le pays puisse vivre d'autres choses si la mine n'est plus capable de le faire vivre. Et c'est là le vrai problème.
bruit, facteur de joie, aux multiples effets, le bruit qui est la vie, notre compagnon lorsqu'il est harmonie, toi qui as le cœur gai, est un poison violent à un moment donné, redoutable fléau dans les villes modernes et même à la campagne. Le bruit démesuré qui ne finit jamais détruit notre organisme, altère nos fonctions, ruine notre existence. Lancinant, bourdonnant, violent, invétéré, il nous hante partout à chaque instant du jour, et même de la nuit. Monsieur Harolpin et Tom Burger, 3e chirurgien à vie dans Monsieur Congrès. Les sons que nous aimons lorsqu'ils viennent à propos deviennent insupportables quand il faut les entendre alors qu'on n'en veut pas. La plupart des personnes qui souffrent à l'usine, au bureau, dehors, à la maison, irrités, intoxiqués, malades, souhaitent que vivement des lois efficaces, des méthodes nouvelles, viennent les délivrer de ce maudit vacarme. La Ligue française contre le bruit reçoit du monde entier des appels saisissants. Des victimes d'horloge, 8 coups tous les quarts d'heure, les coups des heures en plus. Des plaintes des enfants implorant le silence le soir à la maison. Et c'est encore les cloches. Une église de Caen sonne 1340 coups toutes les 24 heures. La preuve a été faite que les plaignants du bruit ne sont pas des maniaques. Le bruit les a touchés souvent profondément. En débordant l'oreille après l'avoir lésé, il peut troubler la vue, le système nerveux et la respiration, dénaturer le sang, accélérer les battements du cœur, atteindre les tissus musculaires. Nous n'oublierons jamais le préfet de police qui libéra Paris de l'enfer des klaxons. Et il est bien dommage de devoir constater que des gens insolents renouvellent parfois leur triste tintamarre. Le plaisir de certains d'entendre leur voiture ou leur motocyclette pétarader bien fort vient d'être condamné par un récent décret invitant ces personnes à faire vérifier le bruit de leur machine. Dans certaines usines, les sons les plus cruels, qui dépassent parfois le seuil de la douleur, ont été muselés avec beaucoup d'adresse. Il faudrait bien qu'ailleurs l'intention soit la même d'écarter le danger partout où il se trouve. L'urbanisme moderne a pensé soleil, air, espace, verdure. Il faut qu'à ces splendeurs s'ajoute le silence. Déjà en s'élevant, les demeures ont fui les bruits de l'extérieur. Un écran anti-son est fourni par les arbres. Et si les architectes et les entrepreneurs, chaque fois qu'ils construisent un immeuble, étudient avec soin le moyen le meilleur de l'insonoriser, usent de matériaux à leur disposition, de laine de verre Saint-Gobain qui s'adapte à toutes les solutions, ou d'éléments poreux comme le caoutchouc Bulgum, enfin de plomb en feuilles minces s'appliquant sur cloisons et planchers, ou bien de tissu molletonné, le logis tourmenté retrouvera le calme. Le monde du travail, le répit mérité. Mais ce répit, on le trouvera surtout si chacun, pensant à la paix des autres, au respect que l'on doit à ceux qui nous entourent, prend l'heureuse habitude de ne pas faire de bruit. Les cloches les plus fameuses de Londres, celles de Sainte-Mary-le-Beau, n'avaient pas retenti depuis le Blitz de 1941. En présence du Lord Mayor, le duc d'Édimbourg est venu ranimer le célèbre carillon refondu et restauré, et avec une autorité qui n'excluait pas la délicatesse. Les cloches de Mary-le-Beau ont donc pu annoncer l'an nouveau comme elles le firent naguère chaque année. À Grenade, ce sont les meilleurs crieurs d'Espagne qui ont fait entendre leur voix à l'occasion de la fin de l'année. Et les femmes n'étaient pas les dernières. Con el permiso de autoridad, se hace saber el que tengan noticias de un burro, de un borrico, pardo, a cuidar. Improvisés ou non, ce sont certainement les vœux les plus énergiques qu'on ait exprimés pour 1962. Se hace saber a este vecindario que en vista. Et c'est un homme qui, une fois n'est pas coutume, eut le dernier mot. Andrés López Salerino. Comme chaque année, enfin en Angleterre, l'auberge des Checkers a réuni les plus énergiques sonneurs de trompes de chasse aussi bien que de trompes d'auto. Il faut, dit-on, pour se livrer à ce sport un certain souffle,
et l'on en déduira qu'ils en ont en Angleterre. Les traditions, comme on voit, restent solides. Une année chasse l'autre, mais selon des rites établis. Au Havre, le commandant Croisy a fait au président René Coty les honneurs du France, 97 ans après la mise en service du paquebot du même nom. Avec l'ancien président de la République, 400 invités participaient à la première traversée, la Manche avant l'Atlantique. Une répétition générale, en quelque sorte, pour le commandant Croisy et ses hommes, et l'occasion de saluer au passage le Liberté. Pour les 400 invités, ce devait être l'occasion de découvrir les aménagements de la cité flottante, longue de 315 mètres, prévue pour recevoir 2400 passagers. Le fumoir des premières classes, par exemple, qui occupe toute la largeur du navire, soit 32 mètres. Les cuisines, dont il suffit de préciser qu'elles sont à la mesure de ce futur palace de l'Atlantique. Sous ce dôme étoilé qui la domine de 5,50 mètres de haut, la salle à manger. La salle de spectacle, la plus grande qui ait jamais été construite sur un navire et qui possède une capacité de 664 places. Tel est le luxe qu'à Southampton, où il ne faisait qu'une courte escale, le France a offert aux personnalités du port britannique et notamment à son Lord Mayor féminin. Une prochaine croisière aux Canaries permettra d'apprécier un peu plus ses qualités et ce sera enfin ouverte la route de New York. Bonne chance donc aux France. 3 semaines ont déjà passé depuis que la capitale du territoire de Goa, Panjim, est tombée au pouvoir des troupes indiennes. Le président Nehru ayant jeté 30 000 hommes sur la très ancienne possession portugaise que défendaient 3 000 hommes, les Portugais ont été écrasés et Goa est tombée au bout de 36 heures. Surmontée aujourd'hui des couleurs indiennes, l'ex-résidence du gouverneur portugais est devenue le quartier général du chef de l'armée d'occupation. On sait que Goa vivait à l'ombre du drapeau portugais depuis 450 ans. Si l'apôtre traditionnel de la non-violence n'a pas hésité devant un coup de force pour occuper Goa, à l'encontre de toute loi internationale, on peut se demander que peuvent vouloir dire les déclarations coutumières de M. Nehru touchant l'emploi de la force. À ce propos, le Pakistan, dont Karachi, la capitale, offre le spectacle pittoresque d'une ville que se partagent les images contrastées d'un passé millénaire et d'un présent très actuel, s'émeut devant certaines menaces venues de concentration de troupes indiennes aux abords de la frontière du Cachemire. Le souvenir semble bien passé des jours de 1953, où M. Nehru venait rendre visite au chef du gouvernement pakistanais, M. Mohamed Ali. Le temps des embrassades qui succédaient à la décision de l'ONU réclamant un plébiscite des populations du Cachemire, plébiscite qui n'eut d'ailleurs jamais lieu, s'est rapidement évanoui. Le Pakistan, pays musulman, craint de revoir les jours de 1947, où les forces indiennes reprirent par la force possession de territoires dont la population musulmane voulait rejoindre l'État pakistanais. L'intervention de l'ONU en 1949 laissa les adversaires en présence le long d'une ligne d'armistice, frontière dont le provisoire dure encore. Depuis, le Cachemire est resté entre les deux États une pomme de discorde. M. Nehru va-t-il vouloir à nouveau trancher par les armes une vieille querelle ? Vieux fer pas mort. Les œuvres que Roger Louis Dupuis a exposées dans une galerie parisienne ne sont rien d'autre en effet que de vieux outils ou de vieilles ferrailles qu'il a glanées un peu partout. Mais il a ajouté à leur présentation ce petit rien qui s'appelle le talent. Et ces vieux fers maintenant vivent. Un groupe de hachoirs, voici 8 jeunes aigles. 3 socs de charrue, des conspirateurs. Pelle, grappin, pique-feu et soc, du Guesclin. 2 fers à cheval et un gond de vieille porte, Ferdinand le taureau. Une pelle à sable, une pelle à foin, Adam et Ève. Des marteaux de géologue, le Ku Klux Klan. 2 cisailles, 2 fils à plomb, les clowns. Vieux fers pas morts en effet, et si peu qu'on peut les substituer à des scènes quotidiennes.
Soyez sage, dit maman. L'autostop. Un brin de conduite. La partie de pétanque. Paris, c'est un peu la capitale du football breton. Il y avait près de 20 000 Bretons, en effet, sur les 35 000 spectateurs du Parc des Princes qui ont assisté au match de Coupe de France Rennes Racing Club de Paris. C'est sans doute pour cela que les Rennais, maillot foncé, ont marqué le premier but. Durant la première mi-temps, ils ont donné l'impression qu'ils pouvaient battre les Parisiens grâce à un football pas compliqué, mais efficace dans sa conception. Les choses ont changé en deuxième mi-temps. Sur cette action, Sénac numéro 10 tire au but, Ujlaki bien placé dévie la balle, les Parisiens égalisent. Deux autres buts parisiens vont suivre, bien que les Rennais n'aient à aucun moment baissé les bras, bien au contraire. Deuxième but dans un angle impossible signé Bolini, et le troisième, c'est encore lui qui va le signer après une descente de Milutinovic. 3-1, le Racing est qualifié pour les 16e de finale. Il ne s'agit pas là d'une autoroute américaine, ce réseau routier ultramoderne est situé aux portes d'Abidjan, Abidjan, carrefour du sport africain, à l'occasion des Jeux de l'amitié, auxquels ont participé également les athlètes français. La France se devait d'apporter son concours à ses amis d'Afrique noire. Ainsi, durant une semaine, Abidjan s'est transformé en capitale olympique. Ces magnifiques installations sportives sont sorties de terre en moins de 3 mois, ce qui constitue un exploit assez rare. Le président Houphouët-Boigny et M. Maurice Herzog ont présidé cette première grande confrontation du sport africain et français. Et maintenant, défilé des délégations pour marquer l'an 1 des Jeux de l'amitié qui deviendront peut-être un jour les Jeux olympiques de l'Afrique noire. Le Palais des Sports parisien est archi-comble pour le combat de poids moyen Vanucci-Annex. Annex, toujours puissant, se met rapidement en action. Vanucci, le Corse, son adversaire, culotte noire à bande blanche, qui a beaucoup de supporters dans la salle, lui impose un combat violent, rapide. Il ne s'agit pas là de deux stylistes, mais de boxeurs de tempérament qui se rendent coup pour coup. Ce travail de démolition réciproque ne donne finalement aucun résultat, les deux boxeurs restent debout, le combat va jusqu'à la limite. Il n'y a en définitive ni vainqueur ni vaincu, mais pour Annex, l'issue de ce combat aura été dramatique, le verdict à peine rendu, on lui apprenait la mort subite de son père. Dans les arènes du Pardo, les aficionados madrilènes ont participé bien malgré eux au plus gros gag tauromachique de l'année. Et pourtant, ils étaient venus avec l'espoir d'assister à la consécration d'un futur grand matador, on le leur avait dit du moins. Ce futur grand matador, Cordobes, a rapidement transformé la novillada en charlotade, c'est ce que ne lui pardonneront jamais les amoureux de la corrida. Il est vrai que sans le vouloir, Cordobes s'est moqué d'eux. En revanche, pour ceux qui ne sont pas puristes, le numéro de Cordobes ne manque pas de saveur. C'est peut-être là le début d'une nouvelle vague de matadors. Remarquez que Cordobes veut à tout prix triompher du taureau, peu lui importe les moyens. Dans cette aventure, Cordobes a au moins gagné une chose, il a mis les rieurs de son côté. À Bruxelles, après un mois de débats difficiles qui ont voué 2 experts à la crise cardiaque, les ministres de l'Agriculture des 6 sont parvenus à un accord. Cet accord ouvrira dès juillet un marché de 160 millions de clients aux agriculteurs des 6 pays. Il met en action la 2e étape du marché commun prévue par le traité de Rome.
Neige, froid et tempête. Les 2 tiers des États-Unis ont subi l'assaut de la masse d'air glacée venue du Canada, le plus rigoureux enregistré depuis le début du siècle. Moins 22 à Denver dans le Colorado, où l'élégance s'adapte au froid. Les enfants, eux, ont mis au point un nouveau jeu. Il reste que les palmiers d'Atlanta en Géorgie ont paru tout à coup déplacés dans le paysage. Un peu partout, le trafic est devenu quasiment impossible et la circulation a été coupée, sauf exception qui confirme la règle. Un hiver rigoureux, dont les régions les plus ensoleillées ont cette fois porté la marque. En Angleterre, le Trident a remis un peu de chaleur dans les cœurs britanniques. Cousin de la Caravelle à la mode de Grande-Bretagne, il en a adopté les réacteurs à l'arrière du fuselage. Le nouvel appareil a fait ses premiers pas, si l'on peut dire, devant Sir Geoffrey de Havilland et quelques 6000 spectateurs. Capable de transporter une centaine de passagers à 960 km/h, on compte beaucoup sur lui au pays de Shakespeare pour effacer les échecs successifs des malheureux comètes. En Inde, la conjoncture astrale de ce début d'année a jeté dans la consternation les brahmanes et les fakirs qui ont appelé les fidèles à la prière. Depuis, pour conjurer le mauvais sort, ils prient réunis à la Nouvelle-Delhi devant une noix de coco, fruit qui permet de se concilier les faveurs divines, et jettent sans désemparer du beurre fondu dans les flammes. La combinaison des planètes est telle, en effet, que de graves événements peuvent être imminents. Pareille combinaison n'avait-elle pas amené, voici 800 ans, une invasion du pays, et quelque temps plus tôt, il y a 5000 ans, n'avait-elle pas déjà provoqué une guerre désastreuse? Alors les fakirs prient pour conjurer le sort, et sans doute sont-ils fondés à croire en l'efficacité de leur action, pour peu qu'ils la comparent à celle de la diplomatie internationale. Il y a 10 ans disparaissait le maréchal Delattre de Tassigny. Delattre de Tassigny, vous vous souvenez? On n'a pas oublié les scènes qui jalonnèrent sa vie. Le 16 août 1944, le pavillon du général Delattre flottait en vue des côtes de Provence. Les troupes placées sous ses ordres, devenues la première armée française, entamaient la marche victorieuse qui allait les conduire sans désemparer jusqu'en Alsace. Et dans Colmar, Delattre recevait le baiser d'une province libérée. Le 31 mars 1945, avec un matériel de fortune, le Rhin était franchi. Et quelques mois après, l'ennemi mettait bas les armes et capitulait. C'était alors l'arrivée à l'improviste de Delattre auprès de Montgomery, Eisenhower et Yukov, imposant la présence française à l'armistice de Berlin. D'autres images montent du passé. Un jour aux Invalides, on avait vu un père saluer la dépouille de son fils qu'il avait décoré lui-même en Indochine. Enfin, l'heure où, sous l'arc de l'étoile, le président de la République déposa sur son cercueil le bâton de maréchal, où la France rendait hommage aux grands soldats qui l'avaient bien servi. De Notre-Dame aux Invalides, à travers Paris, le général Eisenhower et le maréchal Montgomery avaient accompagné leurs compagnons de lutte avec les généraux français, les membres du gouvernement et des corps constitués. Il y a de cela 10 ans. 10 ans qui peuvent suffire peut-être pour oublier, mais qui n'empêchent pas de se souvenir. Face à la célèbre colline de Fourvière, de l'autre côté de la Saône, c'est le vieux Lyon. Trop vieux même, puisque dans la rue Mercière, qui fut la plus passante de Lyon au Moyen-Âge, des magasins fermés annoncent des démolitions prochaines. Tout un quartier, usé par le temps, va en effet disparaître. Et qui songerait à regretter ces maisons lépreuses? Et pourtant, le quai Saint-Antoine, c'est aussi au milieu des rideaux de fer aujourd'hui tirés, une enseigne. Une enseigne qui porte le nom d'une aventure. Ici naquit Guignol vers la fin du XVIIIe siècle. Depuis lors, sans doute, il avait conquis la France, mais il était resté fidèle à son théâtre chargé de dorures du quai Saint-Antoine.
Certes, les marionnettes que Laurent Mourguet sculpta en 1800, Niafron, le savetier Bachic, Madelon, l'épouse truculente, et le plus célèbre de tous, Guignol, ne sont plus aujourd'hui que des pièces de musée. Certes, la salle ne connaît plus aujourd'hui que des assistances enfantines, mais Guignol continue sa vie de théâtre entre les mains vigilantes de son actuel animateur, Ernest Nechtauzer, 80 ans. Il s'est acquis de nouveaux partenaires, Ernest Nechtauzer lui-même, mais aussi d'autres, et non des moindres. Édouard Herriot, Charles de Gaulle. En plus d'un siècle et demi, le répertoire n'a cessé de son côté de s'enrichir. Les voleurs volés du début voisinaient vers les années 25 au milieu de 300 pièces diverses avec Faust. Et l'on compte aujourd'hui un Guignol parachutiste superproduction, bien sûr, américano-lyonnaise. Quand le quai Saint-Antoine disparaîtra, il faudra quand même regretter le théâtre de Mourguet où naquit Guignol. Ces 3 points marqués par l'Écossais Smith à la 15e minute du match du tournoi des 5 nations opposant l'Écosse maillot blanc à la France sur le terrain de Murrayfield ont donné le frisson à tous les supporters français. À ce moment, les Écossais dominaient leurs adversaires de la tête et des épaules. Égalisation inespérée de la France sur coup franc également 15 minutes plus tard. Deuxième mi-temps, malgré quelques rares attaques françaises, les avants écossais dominent toujours le match. Et pourtant, c'est la France qui prend l'avantage, encore sur coup franc, tiré une nouvelle fois par Albaladejo, le demi d'ouverture. Ce second coup de pied inespéré fait basculer le match en faveur des Français. Toutes les attaques écossaises échouent par manque d'imagination, alors que celles de l'équipe de France, improvisées pour la plupart, sèment la panique chez leurs adversaires. Et c'est l'une de ces attaques qui se termine par le magnifique essai de Rancoul que transforme Albaladejo 11-3. L'équipe de France a bien commencé dans ce tournoi 62 qu'elle peut gagner comme celui de l'an dernier. 5 villages et 5000 personnes peut-être sont engloutis sous cet énorme fleuve de névé et de roches qui a descendu en trompe les pentes du mont Huascarán, le plus haut sommet du Pérou, sous l'action d'un brusque réchauffement de la température. L'effroyable avalanche s'écrasa dans le plus grand fleuve côtier du pays, déclenchant sur le cours inférieur un raz-de-marée qui balaya la vallée. 100 cadavres seulement ont été retrouvés. Les autres gisent sous le linceul gris, épais de plusieurs mètres qui couvre une largeur de 2 km. La ville de Bradford en Angleterre doit faire face à une dramatique situation. Si 8000 Pakistanais y sont établis depuis longtemps, ce groupe de population s'accroît au moment de Noël de visiteurs venus directement de leur pays. Or, si les précautions sanitaires à l'arrivée à Karachi sont draconiennes, elles semblent l'être beaucoup moins au départ. C'est ce qui fait qu'un voyageur atteint par la terrible maladie qui fait chaque année plus de 100 000 victimes aux Indes a pu débarquer et contaminer l'Angleterre. Depuis, les candidats à la vaccination forment des queues interminables aux portes des hôpitaux, les cliniques et les pharmacies sont assiégées et on a ouvert à Londres un dispensaire spécial. Ces troupes en armes dans les rues de Jakarta, où on tire à blanc, heureusement, ne sont que des manœuvres que le président Sukarno, en conflit avec la Hollande au sujet de la Nouvelle-Guinée, fait se dérouler à l'intérieur de la capitale. Dans ce climat, le maréchal égyptien Abdelhakim Amer est venu lui apporter l'appui du colonel Nasser, décidé à ne pas laisser passer par le canal de Suez les forces ou des renforts néerlandais. Ce qui ne va pas manquer de compliquer la route du porte-avions hollandais Karel Dorman, qui vient de quitter Rotterdam pour une croisière de 3 mois dans le Pacifique. À Paris, 17 plastiquages en une seule journée, c'est, on l'espère, un record qui ne sera pas battu. L'attentat commis au ministère des Affaires étrangères est l'une des plus dramatiques illustrations de ce terrorisme qui horrifie maintenant tous les Français. 2 morts, plusieurs blessés graves, des dégâts importants. Des mesures sévères ont été prises contre cette vague d'attentats. Chaque nuit maintenant, la police procède au contrôle des voitures en circulation. Contrôle sévère et qui, en concordance avec le renforcement des surveillances et l'aggravation des répressions, devra réduire les possibilités des plastiqueurs. Éteindra-t-on bientôt l'incendie de Gassitwil au fond du Sahara? Des bulldozers déblayent les ferrailles et les débris de toutes sortes éjectés du puits par l'explosion.
Des pompes géantes ont pompé à 800 mètres de profondeur des milliers de mètres cubes d'eau stockés aujourd'hui dans 2 réservoirs en matière plastique de 5000 mètres cubes chacun. Puis, à l'aide de bulldozers à cabine blindée munis de crochets géants, on ramènera les ferrailles incandescentes qui encombrent les abords du puits. Restera alors à souffler, à l'aide de l'explosif le plus puissant, la flamme de 300 mètres qui consomme des fortunes et illumine le désert. Pour percer les secrets de l'univers, l'homme a besoin d'instruments toujours plus puissants, toujours plus précis. Et le radiotélescope de Jodrell Bank en Angleterre vient d'être dépassé par les installations de l'Observatoire de Paris à Nançay. À Nançay, on s'était borné jusqu'ici à l'étude des éruptions solaires. Les batteries de radiotélescope en écoutaient les palpitations. Désormais, on veut aller aux limites de l'univers. Et pour cela, on a renoncé au système de Jodrell Bank qui manque de précision. À Nançay, un miroir plan mobile, un miroir concave fixe, un récepteur. Les radiosources reçues par le miroir mobile sont réfléchies sur le miroir fixe qui les concentre et les renvoie sur le récepteur. Le miroir mobile, un rideau de mailles métalliques long de 40 mètres et qui, achevé, en mesurera 90. Des moteurs l'orientent à volonté. Lui faisant face, le miroir fixe, un autre réseau de mailles métalliques de 35 mètres de haut et de 65 de large, en attendant d'en mesurer 300. Solidement ancré dans le sol et rendu parfaitement rigide par une armature de soutènement. Sa surface concave a pour rôle de concentrer les ondes en un faisceau de 4 mètres de diamètre, dirigé sur l'antenne de réception. Et le résultat de tout ceci, ce sont ces enregistrements d'apparence anodine. D'apparence seulement, car ils révéleront par exemple une collision de galaxies, l'agonie de milliards de systèmes solaires et de leurs planètes, la formation d'une nébuleuse, ou telle anomalie de la nébuleuse d'Andromède que la lumière met 100 000 ans à traverser de bout en bout. Avec cet appareil, l'homme atteindra des distances de 7 ou 8 milliards d'années-lumière qu'aucun télescope ne peut atteindre. Sur ces graphiques, il lira l'histoire fantastique des mondes qui naissent ou qui meurent aux limites de l'univers. Si l'univers a des limites. À Cap Canaveral, c'était la répétition générale. Premier Américain promis au voyage autour de la Terre, le colonel Glenn a repassé son rôle. Et quel rôle! Dans tous les détails. Il a d'abord essayé son habitacle dans la capsule Mercury, cet habitacle dont il disait « Quand on y est enfermé, on a l'impression de n'être qu'une pièce supplémentaire. » La plus importante, naturellement. Il était avec les techniciens de la NASA à l'arrivée de l'avion cargo qui amenait, monstre enfantant un monstre, la fusée Atlas. Un jour, sans doute, de tels préparatifs d'envol n'auront plus rien pour nous étonner et seront devenus spectacle banal. Mais reconnaissons qu'il y a aujourd'hui dans ce déploiement de machinerie de quoi nous laisser rêveurs. La capsule Mercury était maintenant mise en place au sommet de la fusée Atlas. Il ne restait plus qu'une scène à jouer du premier acte, la scène du départ. Le camion où Glenn s'était préparé arrivait sur l'aire de lancement. Un terrien en descendait, comme diraient les Martiens. John Glenn, comme Alan Shepard et Virgil Grissom, prenait l'ascenseur pour gagner l'habitacle dans lequel il était entendu qu'il ferait bientôt 1 fois, 2 fois ou 3 fois le tour de la Terre. Et la dernière scène s'achevait par la répétition du décompte fatidique des minutes. Ainsi s'envolent les terriens. John Glenn était prêt. Déroute des Français et de tous les favoris en général dans la descente du Hahnenkamm à Kitzbühel en Autriche. Le vainqueur, le Suisse Willy Forer, personne ne l'attendait. Pourtant, depuis quelques années, Forer est l'un des meilleurs descendeurs du monde et sa victoire dans la descente du Hahnenkamm n'est sans doute pas due au hasard mais à sa grande maîtrise. C'est avec aisance et sang-froid qu'il triomphe de toutes les difficultés à plus de 100 à l'heure comme Guy Périllat l'an dernier. Une fiche de consolation pour les Français, la très bonne performance de la classe biberon du ski féminin.
Ariel Guatchel, qui est encore à l'âge où l'on joue à la poupée, se joue des difficultés du slalom féminin de Bad Gastein avec la dextérité d'une grande championne. Elle est déjà une grande championne. En moins d'une saison, elle est devenue le chef de file du ski féminin français. Sa seconde place à Bad Gastein devant les meilleures skieuses du monde le prouve amplement. Guy Perilla, après son très mauvais classement dans la descente de Kitzbühel, avait une revanche à prendre dans le slalom. En prenant des risques qui ont donné le frisson aux spectateurs, il a bien failli retrouver une première place à laquelle il s'était habitué depuis l'an dernier. Seulement, là encore, personne n'avait pensé aux outsiders et Perilla s'est fait coiffer sur le poteau par Ferries, un Américain presque inconnu. Pour son premier grand voyage avant le départ pour New York, le paquebot France a pris contact avec l'Atlantique. Les Canaries, ces îles de l'éternel été, étaient le but de la croisière qui a permis à 1600 privilégiés de découvrir la joie de vivre à bord de la nouvelle ville flottante. Plongeurs timides à la piscine, mais des amateurs décidés pour le gymnase. Une fréquentation honnête, des nourritures de l'esprit à la bibliothèque, 2000 volumes. Le bar ne manqua pas non plus de clients, disons de visiteurs, qu'évidemment la décoration seule ne pouvait manquer d'attirer. La salle à manger, quant à elle, autour de Madame de Gaulle, la marraine du France, faisait, si l'on peut dire, l'unanimité. Ainsi se rôdaient et le personnel et les différents services chargés de donner son rythme à la vie du navire. Le soir venu, la musique entraînait les couples, comme il s'y est aux soirées des vacances de luxe. Un bateau qui fait la vie belle, telle aura été en somme la conclusion des 1600 qui furent de la croisière aux Canaries. La Caravelle a depuis longtemps conquis les airs et la célébrité. On connaît moins son père spirituel, l'ingénieur Pierre Satre, qui fut le créateur génial de ce magnifique appareil. Air France, en baptisant du nom de sa ville natale, Grenoble, la 28e caravelle de son armada, qui est en même temps la 100e sortie de l'usine, a tenu à lui rendre un hommage mérité. On pouvait craindre, à l'occasion de l'anniversaire du 24 janvier, qu'Alger ne cédât à une nouvelle vague de violence. Il n'en a heureusement rien été. Si de nombreuses fenêtres ont pavoisé, la présence très apparente de puissantes forces de police dans les rues privées de transport public et dans les grandes artères interdites à la circulation des véhicules manifestait la volonté du gouvernement de ne pas voir s'installer à nouveau le désordre. Le calme, donc, n'a pas été troublé. Le centre de la ville conserva toute la journée son caractère paisible. Par petits groupes, les Algérois vinrent déposer des fleurs au pied des arbres près desquels tombèrent voici 2 ans les victimes de la fusillade. À 17h, magasins et bureaux fermèrent leurs portes. Une foule nombreuse se rassembla près du plateau des Glières et aux alentours de la rue Charles-Péguy, au-dessus desquels passaient et repassaient l'hélicoptère de la police. Et cette foule soudain se figea pour une pathétique minute de silence. Alger, pendant cette minute, en honorant ses morts, a-t-elle pu jusqu'au fond repenser le grand problème qui l'agite et qui, hélas, a troublé et trouble encore tant de consciences. Sucre de canne, sucre de betterave, la vie moderne use indifféremment des deux. Mais se souvient-on de cet heureux temps où le sucre de canne, en joli pain aigu, ornait seul les rayons des épiceries? Il fut un temps, en effet, voici plus d'un siècle et demi, où les plantations de canne à sucre des Antilles et de Louisiane étaient seules pourvoyeuses d'une industrie où s'approvisionnait le monde entier. Or, les guerres de la Révolution puis de l'Empire mirent en péril dans ce domaine l'approvisionnement de la France. La flotte anglaise avait coupé la route du sucre. Et Napoléon fit rechercher un produit de remplacement, un ersatz, comme on dit aujourd'hui. Ce fut Benjamin de Lesser, un fils de banquier, qui, utilisant les travaux antérieurs, parvint à extraire le sucre de betterave et présenta à l'empereur voici juste 150 ans les 2 premiers pains nés de son industrie. L'empereur lui décerna immédiatement la première licence de fabrication qui comportait une exemption d'impôt et tint à visiter la première fabrique industrielle établie au village de Passy, en un lieu qu'on peut encore déterminer, mais qui a depuis bien changé d'aspect. En 1814, 200 fabriques du même genre fonctionnaient en France et produisaient annuellement 3000 tonnes de sucre. 30 ans après,
Leur nombre atteignait 500. Le succès de Benjamin de Lesseps s'était donc affirmé, sans toutefois convaincre tout le monde. Car si Napoléon satisfait tint à le décorer lui-même de la Légion d'honneur, les détracteurs ne manquaient pas, et la presse du temps transmit nombre d'échos de la guerre des deux sucres, où la betterave en général n'avait pas le beau rôle. En dépit de cette bagarre, la betterave gagna la partie. Et les quelques 400 000 hectares consacrés en France chaque année à la betterave en sont la preuve la plus formelle. Les moyens mécaniques d'aujourd'hui, l'amélioration des transports ont amené depuis quelques 25 ans une concentration industrielle dont les installations sont capables de produire pour certaines de 30 à 40 000 tonnes de sucre par an. Mais devant ces machines qui, presque sans le secours de l'homme, font passer d'un mouvement continu de la betterave brute aux morceaux de sucre calibrés, pensons un instant à la première sucrerie de Passy et donnons un coup de chapeau à Benjamin de Lesseps. Grande foule à Vincennes pour le prix d'Amérique. 40 millions de prix et un duel attendu, New Star affronte Massina qui lui rend 25 mètres. Mais ça n'est pas encore le moment de la passion, madame et monsieur rêvent. Quant à cet autre monsieur, il hésite. Attention, ils vont partir, ils sont partis. Vous allez voir New Star numéro 13 prendre la tête. Voici New Star qui se détache. Elle accentue maintenant, mètre après mètre, son avance. Les autres concurrents sont lâchés. Finalement, Massina n'ayant pas pu remonter son handicap, New Star ne sera pas rejointe et c'est dans une très belle foulée qu'elle franchit le poteau d'arrivée. « 31e rallye automobile de Monte-Carlo. 4000 km, 350 équipages partis des 4 coins d'Europe vont passer 3 nuits et 4 jours sur les routes. Cette année, le temps s'est révélé beaucoup plus clément que les années précédentes et 120 équipages réussiront à parvenir au but final, Monte-Carlo. Néanmoins, les concurrents ont rencontré sur leur chemin neige et verglas qui provoquèrent quelques dérapages. Après avoir abordé une des dernières difficultés du parcours, on plonge sur Monte-Carlo où l'équipage suédois Carlson Agbon sur Saab, numéro 303, arrive en tête. Il reste encore l'épreuve de vitesse à disputer, mais au décompte final des points, ce sont les Suédois qui triompheront dans ce 31e rallye. Et suivant la tradition, les trophées leur sont remis par les souverains monégasques. Les succès d'Elvis Presley, de Paul Anka, de Vince Taylor et de Johnny Hallyday ont fait école. Toute la jeunesse d'Europe est saisie par le rock. Et même en Pologne, où des amateurs s'efforcent allègrement de suivre les traces de ces funambulesques héros de notre époque. Oh, 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 I love you too. When I go walking, I love you, what you do. You saw me loving, you got my phone right here. Oh, 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 dear, dear, really on me, darling, I love you. Oh, 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 whenever time you do. Oh, 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 Et qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas un public de 12 illuminés qui se presse à cette présentation. Ce serait plutôt des connaisseurs, des approfondisseurs, des philosophes du rock. Allons, allons, il y a de l'espoir.